Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 4, épisode 8. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Messieurs, comment ça va? Comme un gars qui vient de se trouver une compilation assez rare des Stranglers durant le week-end. Extraordinaire. T'as trouvé ça à Toronto? Ouais. Bon, extraordinaire. T'as-tu trouvé un élément de surprise aussi en ouvrant ton téléphone ou en ouvrant ton ordinateur et en découvrant que Victor Wanyama est un joueur de l'Impact? Oh oui. Oui. Ça a été quoi? Évidemment, on va en parler au cours des prochaines minutes. On va revenir sur ce premier match d'ouverture de MLS pour la prochaine saison de l'Impact. Ça a été un succès, victoire de 2-1 face aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre. On va revenir sur Thierry Henry, sa gestion de l'équipe. Peut-être aussi sa relation avec les médias. Il y a un paquet de sujets en Europe dont on va aviser également, en plus des sujets chauds, des questions vraiment intéressantes qui nous ont été posées. Mais d'abord, Jean, j'ai même pas eu l'occasion de t'en parler parce que tu reviens tout juste hier soir de Toronto. Pour vrai, là, ta réaction quand tu vois que Victor Wanyama débarque à Montréal, c'est quoi? Sérieux, là, j'ai été... Sérieux, comme dans tu crois pas la nouvelle ou c'est du sérieux? Non, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Là, tu vas chercher quelqu'un qui peut t'offrir... les perspectives sont vraiment intéressantes. C'est vraiment haut de gamme, je pense. Parce que souviens-toi, on faisait la couverture, la description des matchs ici à RDS de Premier League à l'époque où Wanyama est passé de Southampton à Tottenham. Et ça, c'est en 2016. Là. Ça fait pas une éternité. Là. Ça fait pas 8-9 ans. Puis à ce moment-là, on se disait que Tottenham venait d'aller chercher toute une prise. Ah ouais, parce que déjà, ce qu'on avait vu avec lui, bon, le début, les 2 ans au Celtic, où déjà, il a commencé à vraiment faire parler de lui. Ouais. Le passage à Southampton, où il a été dans cette génération, mais il en a fait partie, qui a explosé avec Pochettino, d'ailleurs. Avec Lallana, Ings, Shaw, enfin, peut-être des générations où ils sont tous partis. Avec après. Liverpool, hein? Et oui, ils sont tous partis avec Liverpool, ouais. Passage à Tottenham, bon, un petit peu moins réussi pour plusieurs raisons. Des blessures, entre autres. Entre autres, des blessures, ouais. Mais bon, voilà, ça fait plusieurs années qu'on le voit en Première Ligue, et puis ça, c'est un nom qui a marqué et qui est un joueur qui est impressionnant. De temps en temps, tu ne le vois pas dans le 11 de départ. Tu te dis pourquoi ils ne l'ont pas mis, tu vois, parce que c'est vraiment quelqu'un à partir duquel tu peux baser même un système de jeu. Joueur qui est là à titre de joueur désigné, Sid, pour un contrat de 3 ans. Pas de frais de transfert. Par contre, Tottenham garde 50% de ses droits de revente. Ça, c'est un élément intéressant dans l'opération. On a dû aller du côté du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est quand même ironique. Hein? Tu joues contre eux le samedi. Après ça, quelques jours plus tard, tu fais de la business. Je trouve toujours que c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe en coulisses au-delà d'un match. Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre avait les droits de découverte sur Victor Wanyama, exactement comme le Fire de Chicago à l'époque avec Didier Drogba. Donc, on va chercher ces droits-là. On réussit à faire venir Wanyama ici. Un gars qui est capitaine du Kenya. Dans tout ça, c'est quoi qui te marque le plus? C'est que le personnage est assez intéressant. Je trouve qu'il est très centré sur l'équipe. J'ai une citation qui m'avait beaucoup marqué lorsqu'on a parlé de son statut de joueur désigné. Il a très rapidement dit que ce n'était pas à propos de lui, mais à propos du nous et de l'équipe. Et je trouve que c'est un joueur qui, je pense, peut apporter énormément au collectif dans sa mentalité, dans sa présence physique et dans sa personnalité. Tu sais, quand il dit en conférence de presse, quand il se fait demander « T'es quel genre de gars? » Il dit « Ben c'est sûr qu'on va se pogner sur le terrain. » là. Oui, exactement. En dehors, ça va être correct. Puis il n'a même pas mis les pieds sur le terrain dans un match compétitif encore. Puis il est déjà en train de prévoir de rappeler des gars à l'ordre dont il connaît probablement toujours pas le prénom. Exactement. C'est une approche qui est assez intéressante puis qui justifie très rapidement par le fait qu'il a envie de gagner et qui contrebalance par le fait qu'il est très amical. Bon, il a utilisé le mot friendly, donc on peut lui donner la traduction qu'on veut. Donc très amical en dehors du terrain, très social avec ses coéquipiers, mais sur le terrain, il a envie de gagner et l'exigence de la victoire fait en sorte que là, il peut aller chercher auprès de ses coéquipiers. Donc, comme dit Jean, c'est sérieux même dans la nature du transfert. Bruges était prêt à mettre environ 12 millions sur lui il y a moins d'un an. De pouvoir l'attirer ici gratuitement montre aussi, encore une fois, l'approche de Olivier Renard. Ça montre aussi l'effet de Thierry Henry, puisque Wanyama en parle. Donc, ce transfert-là coche beaucoup
beaucoup de cases. C'est aussi un transfert qui à la fois donne un peu plus de versatilité au milieu de terrain. Je crois que quand même le milieu de terrain d'Impact de Montréal était assez limité dans ce qu'il pouvait, dans ce qu'on pouvait faire avec lui. Donc là, on arrive avec un autre profil différent de Taider, différent de Piet, différent de Sedic, différent de tout ce qu'on a et qui permet voilà, un peu plus de flexibilité tactique. Donc c'est assez intéressant. Mais après, je pense que tu l'as souligné, les blessures. Il faut aussi, c'est un bonhomme costaud. Donc on ne pourra pas non plus qu'il fasse trop de pirouettes sur le stade olympique. S'il veut qu'il reste en santé pour apporter à l'Impact de Montréal, c'est quand même juste 25 matchs dans les 2 dernières années. C'est important qu'il soit, vu l'investissement qu'on fait sur lui. Et pour revenir sur ce dont tu as parlé tout à l'heure, le nous. Tu sais, les gars arrivent, tu sais qu'il va y avoir une présentation avec la presse, tu te prépares quelques lignes directrices de ton discours, puis le nous, c'est pas à propos de moi. Oui, je comprends. Cristiano Ronaldo aura peut-être pas ce discours-là, là, mais un gars comme Wanyama, tu le comprends. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la toute fin. Parce que c'est un moment improvisé, c'était une réaction qui venait vraiment, c'était viscéral. Quand on lui demande « enfile ton maillot », ça, il n'y a pas de problème. Il y a le maillot avec lui, avec le nom derrière, parce qu'il l'a dans les mains. Mais là, quand on lui demande de le mettre et de se retourner pour pointer le nom derrière, il vient pour le faire, puis là, tu vois que l'ADN embarque. L'ADN prend le dessus, puis il dit « non, non. Non, non. Moi, je me tourne pas. Puis, tu sais, le gars, c'est un milieu de terrain qui est le numéro 2. C'est un grinder, oui, qui a énormément de qualité technique, mais il est là pour faire la sale besogne. Oh oui. Et moi, j'ai adoré sa réaction quand il s'est dit « Non, c'est pas vrai que je vais avoir une photo de moi demain matin dans le journal avec Victor Wanyama qui pointe son propre nom. » C'est ça qui est passé dans sa tête. Et tout de suite, il y a eu le cran aussi de dire « Vous êtes en train de me demander ça, mais non. C'est pas moi, je refuse. » Je trouve que ça parle encore plus que tout ce qu'il peut dire parce que ce que tu dis, tu l'as préparé la veille. Ce moment-là, tu pouvais pas vraiment te préparer pour ça. Non, c'est certain. Après, même quand même dans sa nature, on s'est... Boyan était assez effacé, on sent que c'est une personne qui est assez introvertie, mais il était moins centré sur le collectif que pouvait l'être Wanyama dans son discours, purement dans son discours. Après, dans l'attitude, ça peut être très différent. Mais dans son jeu aussi. Après, oui, dans son jeu aussi. Puis donc, c'est la nature d'un joueur qui est au service du collectif, qui a besoin du collectif pour briller, qui fait briller le collectif et qui a besoin de lui pour exister, qui n'est pas nécessairement la réalité des joueurs offensifs. Donc oui, moi, ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, je pense que c'est quasiment le moment le plus marquant avec aussi lorsqu'il dit parfois on a besoin d'être un bad guy et assumer cette posture. Donc c'est vrai que c'était très marquant son refus auprès de faire cette photo-là. Oui. L'autre chose à laquelle j'ai pensé aussi, c'est vrai, bon, en dehors des problèmes de santé, et là-dessus on aura le temps d'en discuter un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a éventuellement un petit point d'interrogation, même si le fait qu'ils viennent et qu'il y a eu des négociations qui ont pris un petit peu de temps et tout, ça veut dire qu'il y a quand même certaines assurances qu'il va tenir le coup. L'autre chose, c'est que oui, je me suis dit, quand je veux Wanyama, voilà, on a remplacé Donadel au niveau de la fiche disciplinaire. Non, mais les gars, pour vrai, moi, un gars, je l'ai écrit dans ma chronique, d'ailleurs, sur le rds.ca, ce gars-là est un tacleur comme il s'en fait plus. Il n'y a plus personne qui tacle comme ça. C'est les Roy Keane de l'époque où tu disais « Oh, c'est tout à fait normal, c'est du jeu bien engagé, c'est ce qu'on veut valoriser chez les milieux de terrain. » Là, j'ai tellement hâte de voir parce qu'en Angleterre, même si on est vraiment plus frileux qu'on l'était il y a 15-20 ans, on laisse jouer davantage. Les arbitres en MLS ont peur que ça déborde, ont peur de ce qui pourrait arriver. Puis souvent, tu juges un tacle sur le spectacle de l'intervention plutôt que sur l'intervention en tant que telle. Wanyama, moi je suis convaincu puis c'est pas de sa faute là. Je lui reproche pas puis je suis convaincu qu'il se fait expulser cette année. Ah bah oui, écoute, et c'est pas un gars comme De Jong. De Jong était dangereux dans ses interventions puis il méritait ses expulsions. Moi je pense que ça se peut très bien qu'on voit Wanyama expulsé. Puis là, tout d'un coup, il y a soit la reprise, le VAR qui embarque par-dessus, ou que quelques jours plus tard, on décide de revenir sur la décision, parce que ce gars-là, j'en ai la certitude, va faire peur aux arbitres. Alors, et c'est spectaculaire, effectivement. Et regarde un petit peu le traitement. Bon, on a cherché à le comparer, ceci, cela. C'est vrai que si tu te mets au niveau de la Ligue, ça ressemblerait à Alonso. Ozzy Alonso, ouais. À Seattle. Je pense avec un peu plus explosif.
un peu plus explosif et cette capacité quand il est en mouvement de venir se projeter vers l'avant. Et ça, c'est son gros plus, Jean. Tu fais bien de le souligner parce que je l'ai comparé à Michael Bradley parce que je pense que c'est vraiment ce genre de signature. Bradley est moins explosif maintenant, peut-être. Non, mais exactement. Wanyama, c'est un gars qui est beaucoup plus mobile. À partir du moment où il prend le ballon puis il y a 15, 20, 25 mètres en avant de lui, il est capable, comme très peu de milieux de terrain en MLS, de les prendre lui-même, ces mètres-là. Oui, complètement. Je pense que c'est un gars qui, dans le mouvement, et on l'a vu à plusieurs reprises quand on suit un petit peu justement Southampton ou les matchs qu'il a pu faire avec Tottenham, il n'est pas rare de le voir à la récupération, donc à ses 35 mètres, mettons, et de le voir au bout de l'action, de l'autre côté, parce qu'il va être dans le mouvement. C'est pas un finisseur, et ça me fait amuser, ça me fait rire. Le débat que j'ai pu entrevoir un petit peu, joueur désigné, mais il marque pas, etc. Ça me fait penser à l'époque de la NASL, le propriétaire du Cosmos de New York qui va voir à un moment des directeurs sportifs et puis qui lui dit, il parle de Franz Beckenbauer et qui lui dit le teuton là derrière, faut aller lui dire que je le paye pas pour qu'il reste en arrière sans se bouger, qu'il se bouge le cul un petit peu et qu'il aille devant. Regarde, besoin de faire ses devoirs. Ça n'a rien à voir, ok? Tu prends un gars solide comme ça. Mais est-ce que le Toronto FC gagne la MLS Cup en 2017 sans Michael Bradley? Non, du tout. Est-ce que le Toronto FC se ramasse en finale l'année passée sans Michael Bradley? Poser la question, c'est y répondre. Mais c'est ça. Au niveau de ces tacles, je pense quand même qu'avec la demi, voire 2 secondes de vitesse qui est en moins entre la MLS et la EPL, c'est sa lecture du jeu. Je crois qu'il sera peut-être moins amené à être au sol. Oui, mais il y a plus de ballons perdus. Si son bloc défensif et bloc défensif, si le bloc de l'équipe est en place, il devrait normalement être moins en train de tacler qu'il ne l'était à Tottenham. Ça, c'est juste exactement. C'est jusqu'à temps qu'un gars en face du Super Draft reçoive un ballon, soit pas capable de le contrôler parfaitement. Puis là, Victor a une question à se poser qui se posait jamais en Premier League. Est-ce que j'y vais pour le tacle ou est-ce que je fais juste le cadrer? Puis j'ai l'impression que plus souvent qu'autrement, t'as raison là. T'as raison que peut-être que ça va faire en sorte qu'il sera plus vite pour s'y rendre, mais je pense qu'il va peut-être aussi se retrouver un petit peu plus ambitieux qu'il l'était pour gagner des ballons qu'à l'époque avec Southampton, Celtic ou Tottenham. Sid, très rapidement, tu étais au stade en fin de semaine. Oui. Victoire de l'Impact 2-1 face aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre avec un dénouement qu'on a tous attendu. Non, je parle pas des coups de pied arrêtés d'un bord et de l'autre. Je parle de Maxi Urruti qui marque le but vainqueur. On aurait pu en parler des coups de pied arrêtés, mais effectivement, Maxi Urruti qui marque le but vainqueur, on a déjà beaucoup discuté en podcast et en off. Une attitude assez différente de l'attaquant argentin, beaucoup plus orienté vers le but, se pose moins de questions dans sa façon justement de jouer. Et ce but-là résume exactement ce que tu viens de dire. C'est ça, donc comme dans la course, même si quand on observe bien après la passe de Taider, il fait un coup d'œil au niveau du gardien des Revs. Bon, très très beau but, encore une fois un excellent but, cette fois-ci il compte. Donc non, c'est un très bon signe pour Urruti, qui même au-delà du but a fait un très bon match, parce que les attaquants sont jugés au but, mais au-delà du but il fait un excellent match. Ensuite en termes de tendance, la défense à 3 ou à 5, c'est pour la 3e fois qu'il est aligné, donc c'est pas un accident, c'est vraiment une base de travail que Thierry Henry a mis en place pour la saison, parce que on apprend que c'est les échecs d'une défense à 4 et d'un 4-3-3 plus régulier durant la pré-saison qui l'a amené à faire ce choix-là. Donc ça a été des commentaires, parce que pour ceux qui l'auraient raté, on était là ensemble à l'entraînement cette semaine, Sid. Ça a été des commentaires percutants quand même de Thierry Henry qui dit, quand on lui parle de la préparation puis de ce qui a été mis sur le terrain, que ce soit pour les 2 matchs de Ligue des Champions ou le premier match en MLS, il dit faut pas, c'est pas ces paroles là, je parle pas, faut pas être entêté non plus. Oui, je pense qu'il dit ça. Et bon, puis... mais t'es là en préparation, ça fonctionne pas. Tout le monde voit que ça fonctionne pas. On fait quoi à partir de là? Et ça, c'est pas mal se revirer sur un dizaine, là, parce que tu avais 6 semaines de préparation, puis tu enchaînes avec 3 matchs, et tu as décidé à la dernière minute, dans la semaine qui a précédé ton premier match de compétition au Costa Rica, que, bon, le constat d'échec est là, peut-être pas sur la durée de la saison au complet, mais vite, il faut trouver une autre solution. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal dans la mesure où son système de jeu, son organisation reste la même. Il faut trouver une façon de l'exprimer qui va permettre aux choses d'avancer et d'être traduites sur le terrain. Donc, effectivement, ton étape suivante, ça va être
de t'ajuster tactiquement. C'est ce qu'il fait et à première vue, ça marche bien. Pour en revenir à Urruti, bon, j'étais pas là, donc j'ai pas vu le match de samedi. J'ai vu des extraits. Ouais. Ce que je vois, et je rajoute à ça les moments qu'on a vus de lui en Ligue des Champions, dont ce but refusé, c'est un gars qui est en confiance, qu'il n'a jamais été l'année dernière. C'est un gars qui tente des choses, c'est un gars qui a l'air beaucoup plus... qui a au moins la confiance de tenter. Parce qu'il l'était, mais qui a la confiance, c'est ça. Mais la confiance de tenter ou la consigne de tenter. Oui, c'est Puis ça. ce qu'on voit, c'est que, parce qu'on était à l'entraînement aussi, j'y étais hier, même à l'entraînement, là, tu vois que ce gars-là a une chose en tête, c'est marquer. Exactement. C'est pas toutes les choses qu'on lui demandait Alors l'an il dernier. débloque, ce qu'il n'avait pas fait l'année dernière. C'est ça, donc je ne sais pas vraiment s'il est plus en confiance, mais il est plus en prise de risque. C'est ça, et ça, c'est... Ça vient avec. Exactement, mais je pense qu'après, peut-être qu'au niveau des consignes, il n'est pas dans la même configuration entre Rémi Garde et Thierry Henry, donc c'est à voir sur le long terme. Et dernier point, toujours dans le même système de jeu, on a vu une équipe qui a été capable de conserver le ballon, 57% de possession de balle, et qui est capable d'aller un peu plus vers l'avant. Donc c'est intéressant de voir que dans la même configuration, alors qu'on a eu un très bon 30 minutes durant le premier match contre Saprissa, on a eu un bloc défensif au match retour, mais là, dans la même configuration contre les Revs, même si effectivement ils étaient menés, donc ils n'avaient pas le choix de réagir, c'était une équipe qui a su aller de l'avant de façon diversifiée, donc c'était assez intéressant. Alors, comme je disais, j'ai pas vu la totalité du match, donc là, je vais vous poser une question vraiment, vraiment candide. Ce que je regarde à la fin, c'est que je vois un nombre assez marqué de frappes de l'adversaire. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut se poser question? Ben, sur ce match-là, oui et non, dans le sens où moi, je pense que tu es encore en train de t'ajuster avec Binks et avec Waterman. Ça, c'est clair. Il y a aussi le fait que cette disposition-là est quand même un peu différente du match qu'on a vu avant, parce que Boyan n'était pas comme attaquant face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre, il était comme milieu. Là, ça veut dire que tu as un milieu de terrain qui est un peu moins étanche, peut-être plus percutant vers l'avant, mais avec Taider et Piet, c'est pas la même chose qu'avec Piet, Chaume puis Sejdic, qui, eux, ont l'objectif de fermer cet espace-là à 25-30 mètres des buts. Et je pense que ça, c'est peut-être un des facteurs qui explique qu'on se retrouve avec plus d'occasions face à une équipe des Revs qui, quand même, Buksha, c'est un gros bonhomme en attaque, nouvel attaquant des Revs, qui peut peut-être faire reculer la défense un petit peu plus, puis ça laisse de l'espace pour prendre des frappes. Oui, et puis c'est une équipe qui, pour moi, est typiquement du même niveau que l'Impact de Montréal. L'Impact ne joue pas pour les 4 premières positions. Attends, t'es-tu en train de nous dire qu'ils vont faire les séries? Parce que tout le monde voit les Revs en série, là. Mais moi, j'ai déjà dit qu'ils faisaient des séries, l'Impact de Montréal. Genre, comme je vous invite à regarder notre dernière émission, Faites vos jeux. Ils les font pas par la grande porte. C'est vrai, c'est ça ta nuance. C'est ça. Mais j'estime que l'Impact de Montréal, oui, bien sûr, ils ont ce qu'il faut. Et je disais même avant l'arrivée de Wanyama, pardon. Donc, je persiste et je signe. Oui. Bon, je veux t'entendre, Sid, parce que tu avais envie de discuter de Thierry Henry, des explications qu'Henry fait de ses choix. Puis ces explications, généralement, ben, c'est pas directement aux supporters, ça passe par l'entremise des médias. Exactement. Donc, on a eu plusieurs interactions, on va dire dites virales, toi et moi d'ailleurs, Olivier, avec Thierry Henry. Et je voulais un peu y revenir, puisque en analysant tout ça, je trouve que généralement, dans le rapport entre les médias et les coachs, il y a 3 aspects. Nous, en tant que médias, on demande aux coachs d'expliquer ce qu'ils veulent pour que nous, on puisse comprendre. Et puis, les coachs peuvent prendre ça comme une forme de justification, ce qu'ils détestent généralement, puisqu'ils estiment qu'ils n'ont pas à se justifier de leur choix auprès de nous, ce qui est assez légitime. Mais Thierry Henry amène un autre volet qui est celui de l'éducation. Donc lui, il ressent un besoin d'éduquer. Est-ce que c'est pour mieux asseoir son contexte? Est-ce que c'est parce que dans son rapport, il pense peut-être qu'il y a un besoin d'éducation? Et on navigue toujours entre ces 3, j'appelle ça 3 portes, qui sont celles de la justification, de l'explication et l'éducation. Et ça fait avec un personnage qui est assez... je veux juste employer le mot showman. C'est quand même une personne qui a une forte conscience de l'image qu'il projette, mais ça fait des échanges qui sont assez savoureux et qui parfois ne sont simplement qui sont juste un exemplaire de l'ensemble de l'interaction qu'il y a avec les médias. Il ne faut pas non plus prendre ça pour argent comptant, et je trouve ça intéressant. Maintenant, comment c'est perçu? Là alors on arrive dans une autre discussion où on voit quand même que parmi mes followers, notamment français, on perçoit ça énormément comme
comme de l'arrogance, de la suffisance, de la condescendance. D'autres trouvent ça très divertissant ici au Québec pour l'instant, divertissant, rafraîchissant. Maintenant, il est dans un contexte de victoire. Quelles seront les perceptions dans un contexte comme un peu plus difficile? Parce que c'est là où il faut remettre justement en contexte ce dont tu parles. C'est des questions qui sont toutes simples. C'est pas des questions qui challenge. C'est, par exemple, moi j'ai eu un entretien avec lui, tu étais là, c'en est un que tu as filmé. D'ailleurs, les gens peuvent aller sur ton fil Twitter puis retrouver ça assez rapidement. Il y a une séquence à l'entraînement où Amar Sejdic joue avec une équipe. C'est des jeux réduits au lendemain d'un match. Bref, il y a repos, c'était lundi, hein, si je ne me trompe pas. Son équipe à Sejdic mène 1-0. C'est des jeux réduits, donc tu peux vite choisir d'aller vers l'avant ou d'attendre puis d'aspirer l'adversaire pour que l'autre équipe vienne te prendre à la gorge, essayer de revenir au score. Sejdic attaque tout de suite. Il se fait reprendre de volée par Thierry Henry qui dit « Là, il faut que tu remettes ça dans le contexte du match. Tu gagnes 1-0. Pourquoi tu t'en vas vers l'avant où tu pourrais peut-être perdre le ballon rapidement, t'exposer derrière, puis leur ouvrir la porte à revenir à 1-1. Laisse-les venir vers toi. » Super intéressant comme moment de coaching, super intéressant comme entrée dans la façon de penser de Thierry Henry qui, même dans des petits jeux réduits, est en train de dire quand il reste 15 minutes puis tu mènes 1-0 ou tu mènes 2-1, c'est pas le temps d'aller à tout vent, c'est peut-être le temps de gérer un petit peu, de les laisser venir. Fascinant. On lui pose la question, je lui pose la question, à savoir, un moment comme ça, est-ce que c'est encore un défi de faire comprendre à tout le monde que le contexte du match ou le contexte de l'exercice, le score doit toujours être pris en considération pour jouer en fonction de ça. Et à ce moment-là, Thierry Henry part sur une explication qui d'abord semblait un peu rhétorique. Il dit « Tu touches au ballon, les meilleurs joueurs touchent au ballon une 20, une 30 dans un match. Le reste du temps, tu fais quoi? » Et c'est là où tu tombes dans le... Puis moi, j'ai déjà vécu un moment plus tôt cette année où j'ai enchaîné avec une question quand Thierry Henry, parce qu'il fait des longues pauses, des fois, à l'intérieur d'une réponse. Moi, j'ai enchaîné, puis finalement, il n'avait pas terminé. Je lève la main, je suis tout à fait désolé, c'était pas mon intention de te couper la parole. Je pensais que tu avais fini. Mais là, quand il y a des longues pauses, tu fais quoi, tu penses? T'attends? Ça se pourrait qu'il redonne un autre coup de gaz puis qu'il reparte avec sa réponse. Mais là, finalement, Thierry Henry me regarde puis il me dit « Hey, je t'ai posé une question. » Je dis, à moi, là, tu veux que je réponde? C'est pas de la rhétorique en ce moment. Dans le fond, OK, tu réfléchis, tu bouges. Il dit exactement. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça parce que ça devient une discussion de foot entre deux gars qui prennent un café, à la limite. Sauf que c'est pas long que si tu tombes dans le challenge comme ça, à ce stade-ci de la saison, quand tout va bien, sur un ballon de plage, là, de quelqu'un qui a spoté quelque chose, puis tu sais comment ça se passe Sid, aux entraînements, c'est pas tout le monde qui regarde l'entraînement en tant que tel. Là. Souvent, on attend que les scrums arrivent à la fin, puis c'est là où ça se passe. Pour moi, mon intérêt n'est pas là. Mon intérêt est dans ce qui se passe techniquement dans la séance d'entraînement. Donc, je vais poser des questions par rapport à ça. Si au moment de répondre à quelqu'un qui a vu quelque chose d'aussi pointu sur l'entraînement, qui peut ouvrir une discussion fascinante, parce que Thierry Henry est tellement intéressant quand tu te mets à rentrer là-dedans, ça tombe dans le challenge un peu, puis il y avait un peu de ça, là. Puis comme tu dis, est-ce que c'est juste du feu d'artifice? Est-ce que c'est sa manière d'être? Est-ce que c'est de la condescendance? J'en ai aucune idée. Mais reste que tout le monde autour se dit quoi? Hey, t'es mieux de pas poser la mauvaise question, champion, parce que tu vas te faire revirer de bord puis ce sera pas long. Et c'est là où je pense qu'il y a peut-être un climat qui n'est pas extraordinaire qui pourrait embarquer le jour où tu en perds 2-3 en ligne. Ça c'est... Ouais, OK, je vois où tu vas là-dessus. C'est un risque, mais dis-toi aussi que je pense qu'un joueur qui devient entraîneur va toujours utiliser des modèles. Or, son modèle, à lui, c'est Arsène Wenger. Ouais. Parce que c'est là qu'il a passé l'essentiel de sa carrière, qu'il est devenu vraiment Thierry Henry, superstar mondial. C'est avec Wenger. Wenger, le prof. Wenger avait cette façon de faire déjà qui était extrêmement, comme tu dis, il avait ce côté éducateur.
Il avait vraiment ce côté, c'est-à-dire aux joueurs qui discutaient, aux joueurs. Surtout, remets-le dans le contexte aussi, Arsenal, quand il arrive, il n'y avait pas des grosses discussions tactiques dans le vestiaire. Hein. Donc, il passait du temps à expliquer à ses joueurs. Et donc aussi à expliquer aux médias qui, eux non plus, ne connaissaient pas sa manière de faire, sa façon de jouer, sur la conservation, l'utilisation du ballon. Donc, on retrouve des éléments. Je ne dis pas que Henry copie ce qu'il a fait, mais je dis forcément qu'il s'est imprégné. Super intéressant. Il est imprégné forcément de l'éducation qu'il a eue auprès d'un personnage comme Arsène Wenger. Et on va en voir des bouts ici. Et c'est vrai qu'au départ, à un moment, Wenger en Angleterre, on l'a pris comme un personnage un peu condescendant, comme un peu hautain. Je vais vous expliquer ceci, je vais vous expliquer ça. Alors que c'était peut-être pas son intention, mais ça peut sortir comme ça. Et donc il faut toujours avoir ce petit moment de recul qui n'est pas toujours évident parce qu'on est dans le show de la discussion, mais il faut avoir ce petit moment de recul en disant peut-être qu'il ne voulait pas forcément me le dire de cette façon-là. Mais il y a souvent, puis c'est, je pense, dans la manière de répondre de Thierry Henry, c'est très rare qu'il fait juste répondre à ta question. Il va toujours replacer un élément de ta question pour te dire, ben c'est pas tout à fait ça, ou c'est pas si, puis là, il va partir. C'est comme s'il y a toujours besoin de remettre quelque chose ou quelqu'un à sa place. Maintenant, est-ce que c'est lui? Peut-être. Est-ce que c'est le fait d'être ici? Parce que Wilmer Cabrera a fait la même chose l'année passée en s'en venant ici quand il nous parle de Marcelo Bielsa. Il nous regarde et il dit, ben vous savez peut-être pas c'est qui. Tu sais, tu as un peu l'impression que des fois, des entraîneurs, puis là, je mets pas Thierry Henry nécessairement aux avant-plans là-dedans, débarquent ici puis ils sont au tiers-monde du foot. Là. Il y a, je pense, peut-être aussi un travail à faire du côté du club, à dire, le niveau de connaissance, là, on n'est pas dans le troisième sous-sol. Non. On connaît nos affaires un peu. Puis oui, tu es capable d'éduquer sans qu'il y ait nécessairement un bon. On va vous expliquer ça. Là, Henri, tu sais bien aussi, parce que ça rentre dans son profil même quand il était joueur, parce que ça détonnait déjà de ce qui est de l'environnement dans lequel il était. Alors, il était un gars à l'époque où les joueurs commençaient à aller. Il y a beaucoup de jeux vidéo, il n'y avait pas encore 30 ans de réseaux sociaux, etc. Mais beaucoup de jeux vidéo, de trucs comme ça. Lui, c'était un des rares à bouffer des matchs du passé, à regarder ce qui se faisait avant, à bouffer l'histoire. Quand tu parles du joueur qui touche le ballon 1 minute 3, moi, je me souviens très bien qu'il y a, par exemple, des analyses qui étaient faites à l'époque sur Johan Cruyff, en disant c'était absolument incroyable parce que Johan Cruyff, on s'est rendu compte qu'il touchait le ballon 2 minutes 30. Et à l'époque, le jeu étant plus lent, les joueurs touchaient le ballon un peu plus longtemps. Mais simplement 2 minutes 30. Ça, c'était quelque chose qui avait marqué à l'époque parce que c'était un gars qui était tellement dominant. On disait, mais c'est pas possible. Ça remet en perspective. Mais ça remet tout en perspective. Bon, bah, tu vois, ça, c'est le genre d'analyse que lui, il va retrouver à un moment. C'est certain. Et le danger, dans le fond, moi, là-dedans, là, c'est que à un certain moment, ça tombe dans un feeling de confrontation. C'est peut-être pas ce que Thierry Henry cherche, mais c'est le feeling qui peut rapidement se dégager, alors que moi, tout ce que je demande, là, je mets mon chapeau d'analyste, pas de descripteur, pas d'animateur, c'est explique-moi ce qui se passe sur ton terrain d'entraînement. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à passer, mais si ça tombe dans la confrontation, là, finalement, on n'aura jamais accès à ça parce que les gens vont arrêter de poser des questions par peur de se faire virer de bord. C'est ça, c'est un excellent point. Genre, comme je pense que le feeling, comme la perception est très importante parce que je pense que dans nos cas respectifs et personnels, j'ai personnellement adoré l'interaction que j'ai eue avec Thierry Henry. J'en ai eu 2 de ce type-là et je trouve que c'est super intéressant. Genre, comme j'en apprends, je pense que les gens qui nous suivent en apprennent et c'est génial. Maintenant, dans la perception, j'ai trouvé ça très particulier de voir les gens aller dans différentes directions qui ne sont pas forcément celles que j'ai ressenties durant l'interaction et qui sont aussi le fait que, on dit les médias, c'est un gros paquet, mais là quand tu parles simplement de descripteurs, analystes, commentateurs, chroniqueurs et autres, on n'a pas les mêmes besoins, aussi les mêmes niveaux de connaissances. Les questions ne se posent pas forcément dans l'ordre que les gens pensent qu'elles se posent. Il y a des dynamiques. Ta question est la dernière d'un 5 à 10 minutes de scrum. C'est pas la même dynamique que ça aurait été la première qui est posée. Donc il y a tout ça qui est parfois pas... OK, ça aurait été quoi? Mieux? Non, mais... Ou plus tranchant? Je pense personnellement que ça aurait été beaucoup plus... mieux, je sais pas, mais il serait sûrement allé au point plus rapidement. Genre, comme simplement, parce que là... Ouais, parce qu'au final, là, pour ceux qui n'ont pas vu ça, la réponse, c'était oui. C'est ça. Puis, donc voilà, donc, bref, comme je veux pas qu'on en fasse trop sur cet aspect, mais je trouve ça intéressant d'en discuter. Je crois que ça aussi, ça changera au cours du temps. Bon, les gars,
rapidement avant de passer au temps additionnel, parce que là, on a fait un bon bout de temps là-dessus, mais merci Sid d'avoir soulevé ça comme point, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est surtout un dossier qui va être intéressant à surveiller dans son évolution, que ce soit l'évolution de Thierry Henry, l'évolution des médias avec Thierry Henry et l'évolution de l'équipe. Point, parce que ça va beaucoup aller en fonction des résultats. Maintenant, en parlant de résultats, c'est Olympia, Club du Honduras, qui s'en vient mardi prochain. Notez bien, ce ne sera pas mercredi comme ça l'était pour le tour précédent. Mardi prochain, avec quelques joueurs en moins, parce que là, on a des problèmes de visa dans cette équipe-là. C'est pas tout le monde qui va être en mesure de voyager, que ce soit pour le personnel des joueurs, comme le personnel dans le staff technique de l'équipe. Est-ce que l'impact, sachant que tu commences à domicile, qu'après ça, tu vas te déplacer au Honduras, que pour le moment, cette équipe-là du Olympia joue dimanche, se déplace, vient jouer mardi à Montréal, retourne au Honduras, joue dimanche encore et rembarque avec un match retour à domicile le mardi? C'est des matchs qui viennent rapidement. Est-ce que l'impact est favori? Bon, je pense que oui. Je pense que oui. C'est une bonne ou une mauvaise chose, ça? Ça, c'est une excellente sous-question. C'est une question qu'il faut poser. Parce que ça change. Mais je pense qu'il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Tu es déjà quand même favori. À mon avis, tu étais favori face à Saprissa. Tu étais favori face à Saprissa? Ah, je pense que oui. Avant l'aller? Avant l'aller, ouais. Ah, ben ça, moi, je partage pas. Attends, faut pas se voir non plus trop petit. C'est une équipe qui a beaucoup plus de moyens que Saprissa, qui a quand même un calibre de joueurs avant les quelques modifications. La seule chose qui mettait un bémol, c'est que c'était le tout début de la saison. Ben, c'était un méga bémol. Oui, mais... Parce que tu gagnes ce match-là sur 20 minutes où... ça a été un coup de bluff de Thierry Henry qui dit, tu sais quoi, on commence le match, on y va. Si tu fais pas ça, sur les 180 minutes, tu passes jamais au prochain tour. Ah non, mais si tu regardes, effectivement, tu as ça, là, et ensuite le fait qu'ils acceptent d'être dominés, etc. Mais je pense que sur la qualité et sur les possibilités de groupe, je pense qu'on peut se dire que l'Impact était favori face à Saprissa. En tout cas, c'est pas une surprise qu'il soit passé. Maintenant, Olympia, c'est peut-être une coche au-dessus. Oui, mais après l'Impact est aussi une coche au-dessus par rapport à son match qu'on s'est pris ça. Et puis je pense ça se prend vite des coches, hein, 10 jours. Non, mais il fait 3 matchs. C'est vrai. 3 matchs, tu gagnes ce qu'il faut en confiance, en automatique. 3 matchs avec le bon système. Avec 3 matchs compétitifs. C'est que du positif. Tu gagnes un petit peu plus. Bon, on n'est pas encore top. Disons qu'on en sera un match de plus d'ailleurs à ce moment-là. Un petit peu plus dans le système physique pour tenir un petit peu plus longtemps peut-être. Avec sans doute certaines obligations, parce que là, avec le match aller à domicile, il va falloir tenir un peu mieux plus le ballon et plus vers l'avant. Ouais. Il va falloir qu'il y ait une finalité quand même au système. C'est-à-dire avoir un peu plus de possession et amener le ballon vers l'avant de façon un peu plus régulière. Ça, c'est certain. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une bonne marge. J'aurais été un peu plus point d'interrogation si Seattle était passé. Parce que Seattle se retrouve au même niveau que l'Impact dans sa préparation et dans sa saison. Là, j'aurais dit, je peux pas te dire. On aime ça l'inconnu. C'est pour ça que c'est charmant, cette Ligue des champions CONCACAF. Donc, la semaine prochaine, un match d'ailleurs qui sera présenté sur les ondes de RDS, tout comme le match retour la semaine suivante, un peu plus tard en soirée, par contre, du côté du Honduras. Si on se tourne vers l'Europe, messieurs, qu'est-ce qui se passe à Liverpool? Défaite de 3-0 contre Watford, défaite en coupe, ça c'était le week-end dernier, défaite en coupe en milieu de semaine face à Chelsea. Bon, je comprends que c'était la moitié d'une équipe que Liverpool a mis sur le terrain pour cette 5e ronde de la FA Cup, mais c'est la Ligue des champions qui s'en vient, puis là tout d'un coup on a un œil là-dessus, puis on se demande comment gérer l'effectif. Ouais. C'était tout d'abord une anomalie, genre, comme leur invincibilité. Donc, c'est une équipe qui est extrêmement forte. Ils avaient perdu 2 fois l'an passé, et puis être invaincu sur une saison, ça reste très 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 compliqué. Donc ça leur pendait au nez. Maintenant contre Watford et Ismail Assar, peut-être pas, mais au final. Wow. Troy Deeney, oublie pas Troy Deeney. Troy Deeney. Non mais ça c'est baroque, tu le notes parce que. Je te laisse finir. Mais au final, peut-être que finalement, c'est
c'est plutôt ce type d'équipe-là qui allait les faire tomber et non pas une équipe du top 6 anglais. Donc, pour quelle raison? Parce que eux se disent de toute façon, relâchement, on n'a rien à perdre. Moins de concentration, relâchement. Et puis après, même dans son... Liverpool est un petit peu... vulnérable sur les côtés et ça a été bien Watford est une équipe qui peut bien exploiter cette relative faiblesse. Qui a bien travaillé en regardant, parce que c'était le point, en regardant par exemple ce qu'une équipe comme Wolverhampton a fait il n'y a pas si longtemps, où ils les ont vraiment secoués. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Traoré sur un côté qui est une fusée, qui leur a fait un mal fou, et Liverpool s'en sort, mais on se demande encore comment. Et là, finalement, c'est exactement le même, en réutilisant cette recette-là, et en utilisant le fait que, oui, sur les côtés, Liverpool est certainement pas, défensivement, et certainement pas encore... absolument intouchable, et ils sont allés chercher à utiliser absolument cette faiblesse-là. Qu'est-ce qui se passe avec le Classico? Bah, c'est plus ce que c'était. Genre, comme je suis devenu un vieux con qui dit que c'était mieux avant. Mais véritablement, ouais, c'est un petit match. Est-ce que c'est parce qu'il y en a trop eu ou est-ce que c'est à cause de les deux équipes qu'on a en ce moment? Je pense que parce que peut-être on en a trop fait, et peut-être à juste titre aussi à une époque qui était devenu le match de foot, même avant même la finale de la Ligue des Champions. Donc, comme le Classico était vraiment le match qui faisait arrêter la planète soccer. T'enlèves Pépé, là. C'est plus la même chose. Non, mais pour vrai, tu avais des gars un peu failés qui faisaient en sorte que ce match-là était toujours, au-delà de la qualité du jeu, était toujours prêt de déborder. Oui, c'était un match aussi du banc. C'était Mourinho, Guardiola. Je veux dire, là, c'est Kien beaucoup moins intéressant que son vis-à-vis Zidane, qui même lui n'aime pas trop faire de vagues. Donc, non, sinon, c'est un match qui est dans son ensemble. Là, je pense que on le voit, année 2 sans Ronaldo. Ça affecte énormément ce Classico qui était pauvre même dans son intensité. Donc voilà, un petit 2-0, puis on passe à autre chose. Donc genre, comme il y a une forme de normalisation d'un match qui était véritablement au sommet du football mondial. Ouais, mais ça fait partie des cycles. À une époque, Inter Milan AC était le match de l'année dans le monde entier. C'était vraiment la référence. À une époque, c'était United Arsenal, avec tout ce qui allait autour. Les avant-matchs, on peut faire du pouce aussi avec match. ce que Sid disait, tu avais sur le banc. Tu sais, tu avais une rivalité Wenger-Ferguson. C'est là où, quand tu as des éléments supplémentaires au-delà du match en tant que tel, c'est là où quelque chose explose. Mais c'est ça, et ça se traduit sur le terrain. Tu avais Keane, Vieira, etc. Alors oui, souviens-toi, on en a parlé aussi il y a quelques temps déjà, pour justement un Classico, on avait dit, tiens, regarde, c'était donc il y a un peu plus d'1 an, mais c'est le premier Classico sans, parce que Messi était blessé, Ronaldo devait être parti, c'était le premier Classico depuis des années sans à la fois Ronaldo et Messi. Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est vrai qu'on est rentré dans cette période-là, qui est un peu, je dirais pas une transition, mais une période de changement et peut-être de normalisation. Ça n'existe pas, les transitions. Olivier Renard l'a dit, il n'y a pas de transition. Genre, ça n'existe pas. À part si tu es obligé de gérer le coronavirus, là, il y a peut-être un peu de transition dans ta manière d'opérer parce que en ce moment, en Europe, il y a une grosse réflexion et des grosses décisions qui se prennent, Sid. Tout à fait. Et puis, je trouve ça intéressant dans l'idée que le foot n'est pas non plus un objet isolé de la société. Et avec l'épidémie du Covid-19, on le voit qu'il y a des conséquences très, très importantes sur la gestion d'événements, parce que ce sont des rassemblements de nombreuses personnes pour un match de foot. Et des premières décisions qui ont été prises, notamment du côté de la Serie A, où tous les matchs seront à huis clos durant le mois prochain, des décisions qui ont fait que le président de l'Inter insulte le président de la Ligue, l'insulte copieusement d'ailleurs sur son compte Instagram, puisqu'il y avait une forme d'incertitude sur les déplacements, enfin, le report de certains matchs. Et on a un échange savoureux de Klopp à qui on demande de se prononcer sur le coronavirus, et qui dit mais pourquoi on me pose la question, j'ai juste une casquette et une barbe de 3 jours et puis je n'ai rien à dire dessus. Il y a des personnes
personne beaucoup mieux qualifiée qu'un entraîneur de foot. Et après ça, il est allé prendre un café en arrière puis il en a parlé pendant 2 heures. C'est probablement ça qui s'est passé. Jürgen, on l'aime comme ça. Et donc là, on voit au niveau de la Ligue des Champions, l'UEFA qui n'exclut pas des rencontres à huis clos, aux grandes dames des équipes qui reçoivent. Et ça, je trouve ça fascinant. Parfois, un peu comme dans la question du racisme, où parfois on isole un petit peu le foot de la société. Et là, on est rattrapé en plein fouet. Il y a des décisions qui sont à prendre parce que ce sont des décisions d'ordre sociétal. Et le foot va suivre les tendances des autorités relativement à ça. Alors là, totalement, entièrement d'accord. Et transposer ça, parce que c'est vrai qu'on en a relativement pas parlé à l'époque, mais transpose ça au niveau de la Ligue des Champions en Asie. Wow. Et regarde ce que ça a donné, parce que c'est une Ligue des Champions, c'est à mon avis la compétition, on verra avec la Libertadores, mais une des plus solides, dans laquelle il y a beaucoup de renouvellement. En tout cas, c'est pas vraiment une compétition fermée comme la Ligue des Champions européenne. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de clubs. Ça participe beaucoup de pôles de puissance, Japon, Corée, les pays du Golfe, l'Australie. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de déplacements de supporters, d'équipes, etc. Et des longues distances. Et tu vois des gros déplacements. Alors, pense au chamboulement que ça a. Il y a des matchs qui sont reportés de 2 mois. Enfin, eux, ils sont vraiment dans le jus. Nous, on n'en voit qu'un petit bout. Ouais, et c'est seulement le début de toute cette histoire-là, j'ai l'impression, sur les semaines et les mois à venir. 4 questions, les gars, en rafale qui nous ont été posées avec le hashtag LDSF sur Twitter. D'abord, celle très intéressante de Stéphanie. Est-ce que Griezmann serait mieux avec le PSG? Serait-il moins anxieux avec le ballon qu'aux côtés de Messi, où il semble étouffé? Alors, je pense que dans la question, c'est la deuxième partie qui est intéressante. C'est effectivement jouer avec Messi. C'est soit on joue au service de Messi, soit on joue ailleurs qu'au Barça. Et ça, c'est peut-être un peu compliqué pour Griezmann, qui doit s'ajuster et qui, avec aussi un changement de coach entre-temps, doit aussi rentrer dans une nouvelle un peu philosophie. Genre comme à la veille du Classico, Quique Sétienne dit moi, je veux juste que tu restes là, à gauche, là, et puis tu fais ce que le jeu te dictera en fonction de ce que Messi décide. Donc, ça peut être très compliqué. Ça peut être aussi très facile. Donc, de jouer avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc Griezmann, mieux au PSG, je ne le sais pas, mais effectivement, il y a... Peut-être qu'on attendait un peu plus d'un Griezmann en sortie de Coupe du Monde, en star de la Liga. C'était quand même finalement le plus gros transfert suite au départ de Neymar il y a quelques années. Et donc là, il y a une forme de déception, malgré qu'au niveau statistique, ça reste assez intéressant ce qu'il propose. Mais je pense que mieux au PSG, je ne sais pas, mais difficile de jouer avec Messi. Il n'y a clairement pas le lien qu'un Luis Suarez a avec Messi. Hein, ça, c'est évident. Est-ce que Griezmann s'exprime vraiment bien là à Barcelone? Je ne suis pas persuadé. Je suis persuadé qu'il avait beaucoup plus sa place à l'Atlético, où il y avait vraiment un système où il était partie prenante, alors que là, c'est comme un élément qui est rajouté à un système et il doit se fondre dedans. Il n'y a rien qui n'est fait pour lui particulièrement. Donc c'est certain que c'est autre chose. Thierry Henry d'ailleurs. Comme Thierry Henry, lorsqu'il sortait de d'Arsenal, et qu'il arrive et qu'il devient un élément parmi tant d'autres, genre comme aux côtés de Eto'o et Ronaldinho, il y a un parallèle à faire. Puis à lui de s'adapter, puis même de sublimer. De faire l'effort. Et c'est vrai, parce qu'à Paris, avec Mbappé et Neymar, le problème il serait quasiment le même pour Griezmann. Christophe Hamel maintenant nous demande, avec l'arrivée de Wanyama, est-ce que vous croyez aux chances de l'Impact de participer aux séries? Ben, Sid t'a répondu tout à l'heure. Moi, je vais conclure là-dessus en disant que oui, j'y crois et j'irai même un peu plus loin parce que j'ai toujours prétendu que ça allait dépendre du recrutement en juillet. Mais là, ton recrutement en juillet peut vraiment te placer en position, si tout le monde tient, pour être un joueur qui peut causer des ennuis au sommet de l'Est. Pas la première place, pas la deuxième place, mais par la porte d'en arrière en ce moment, je partage ton opinion. Là, au mois de juillet, le fait que tu es déjà Wanyama, que tu devrais avoir quelque chose de solide rendu là, faut que tu restes dans le coup. Je pense que ça pourrait vraiment accélérer le processus de l'Impact en 2020, même si on rappelle qu'il n'y a pas d'année de transition. Chad, maintenant, nous demande quelque chose un peu plus à court terme par rapport à Wanyama. Est-ce que ça veut dire que l'Impact a une chance de gagner la Ligue des Champions ou est-ce que c'est encore dans la poche des équipes de Liga MX? Oui, ça veut dire, et honnêtement, dans l'émission, il y a un mois, oui,
Oui, moi, avant même Wanyama, je pense que sur un système de coupe avec 3 tours et des one-shots, en fait, hop, tu joues, tu passes, t'es éliminé. Je pense que dès le départ, avait sa chance, avait une bonne chance. C'est une question vraiment, plus que de mise en place tactique, de rentrer dans ton sujet et d'être totalement focalisé dessus et t'es totalement capable, n'importe qui. Je pense qu'une équipe bien structurée est capable de gagner. Le reste à savoir si Wanyama sera disponible pour jouer, après ça disponible pour être du 11 de départ. Reste, Sid, que si tu veux te déplacer au Honduras, où ça va être une bataille de tranchées, avec Wanyama, tu es pas mal mieux équipé. Si tu veux aller au Mexique, oui, il va y avoir de la pression, mais Wanyama en a déjà vécu de la pression, tu es mieux équipé aussi. Oui, mais ma réponse courte, non, je pense pas que l'Impact a une chance. Oui, genre comme sur 100%, il y a forcément un peu de pourcentage à l'Impact de Montréal. Mais là, tu joues contre une équipe du Honduras, après c'est oui, une équipe mexicaine ou NYCFC. Ben, ce sera l'équipe mexicaine et puis genre, je pense que l'Impact de Montréal pourra donner toute son énergie pour faire peut-être l'exploit de battre les Tigres en demi-finale, mais après il ira échouer en finale parce que c'est le sens de l'histoire. Moi personnellement, je pense pas que l'Impact de Montréal va. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour faire le coup. Genre, je pense qu'il y a ce qu'il faut pour faire le match nul au Mexique et genre comme faire le 50 000 personnes, c'est sur le feu ici à Montréal et le passé, mais après coup, ben, la saison en allant, l'énergie de donnant, les suspendus, les blessés et autres, genre comme échoueront en finale potentielle. Donc c'est comme ça que je vois. Bon, mais c'est ça. Moi, je vais me concentrer là-dessus. Vous l'avez entendu ici à Loin de Sans Foot. Sid prédit que l'Impact de Montréal va se retrouver en finale de Ligue des champions CONCACAF grâce à Victor Wanyama. J'ai bien résumé ton propos? Absolument pas. Ça me fait plaisir. Avec Sid, c'est avec 2 buts de Piatti. On termine avec Sonic. Est-ce que la nouvelle signature, celle de Wanyama, évidemment, démontre que Piette stagne? Lent en possession, là ça devient de l'éditorial, lent en possession et limité dans sa capacité de distribuer le ballon. Ben d'abord, moi, je présume que c'est pas basé sur le match contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre parce que Piette a bien distribué le ballon. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un désaveu à Piette? Moi, je sais pas. Le comparable que j'ai, c'est à l'époque où on se disait que Mauro Biello aurait pu rester une année de plus plutôt qu'être congédié. Puis après, on nous arrive avec un gars qui a la feuille de route de Rémi Garde. Tu te dis, ben, on va pas comparer les deux. Là. On comprend que Wanyama débat. Non, il rentre en place quelque chose que je trouve totalement logique, totalement normal, qu'il y ait une compétition pour les places. Et c'est vrai surtout que... ce poste-là, parce qu'il y a Piette puis personne. L'année dernière, est-ce qu'il y avait une compétition? Non. Non. C'est pas normal. C'est pas naturel, d'autant plus, et on en a parlé beaucoup, que l'année dernière, il y avait d'autres sollicitations en plus que l'Impact de Montréal et la MLS. Donc, je pense qu'il est totalement normal que ce soit un poste, c'est un poste qui est fondamental dans les systèmes de jeu, au pluriel, actuellement. Donc, il est tout à fait normal d'enrichir et de mettre de créer une vraie concurrence. Parce que là, il y a maintenant, selon les possibilités, 3-4 joueurs qui sont capables, selon les modèles à mettre en place, de prendre ce poste ou ces postes. Une concurrence, mais tu peux aussi avoir les deux sur le terrain potentiellement en même temps. Et là, on s'en parlait ce matin en arrivant à la station. Jean, mettez-vous dans la tête d'un milieu offensif, d'un adversaire de l'Impact qui se dit, bon, je me prépare, là, on est mercredi, on est jeudi, on commence à faire de la vidéo. En avant de moi, les deux milieux à vocation plus défensive, c'est Samuel Piette. Déjà en partant, moi je suis convaincu que les milieux offensifs n'aimaient pas ça en MLS. Et, en passant, maintenant, il y a Victor Wanyama. C'est un des milieux défensifs les plus solides de la Ligue. Après, reste à savoir comment tu intègres Taider et comment tu intègres Boyan. Mais ça ne veut pas dire que les deux peuvent pas jouer ensemble. Non, c'est ça, concurrence ou complémentarité. Je pense que de toute façon, il y a une phrase très intéressante dans la conférence d'Olivier Renard qui dit qu'il ne sait pas pour combler un manque, c'est simplement pour ajouter de la qualité dans le vestiaire. Et puis c'est comme ça qu'il faut voir les différents transferts que l'Impact fait. C'est pas forcément pour des manques. Plus on a des joueurs de qualité dans le vestiaire et mieux l'entraîneur peut travailler. Donc, si Samuel Piette est pour manquer 5 ou 6 ou 7 matchs cette année, c'est pas la fin du monde non plus. Là. Il en a joué du ballon, ce gars-là. C'est match après match après match. C'est toujours le gars qui joue les 90 minutes. Ça devient usant. Et je pense que si ça aussi, ça apporte à Samuel Piette
des modèles et d'autres façons d'appréhender pour progresser, parce qu'il est jeune encore, Samuel Piette. Je pense que oui, il a un statut pour toutes sortes de raisons, mais il est jeune, il a à progresser, il doit être mis dans ce type de configuration-là, et donc je pense que c'est salutaire pour tout le monde. Très intéressant, messieurs. Toujours un plaisir. On se donne rendez-vous jeudi prochain. On sera près de 48 heures après le match de l'Impact de Montréal au Stade olympique face à Olympia. Très hâte de voir si vos prédictions, tu sais, Sid, finale de Ligue des champions pour l'Impact de Montréal. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez consommer le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion. Également sur les applications RDS et iHeartRadio. D'ici là, vous pouvez nous poser vos questions toute la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF.